Pour pouvoir progresser dans son domaine sportif, on parle beaucoup de l'optimisation au niveau de l'entraînement, au niveau de la récupération, de l'hygiène de vie, mais on parle peu des émotions alors que c'est pourtant un puissant moteur pour pouvoir performer à haut niveau et atteindre ses objectifs. Et c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode de podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez compris avec cette courte introduction, aujourd'hui on va parler du sport et des émotions. Et j'avais envie de faire cet épisode là maintenant parce que comme vous le savez, le week-end dernier, j'ai été à la Ice Cup, donc compétition à laquelle je devais participer au départ et pour laquelle j'ai annulé ma participation. Je vous ai dit que je vous expliquerai en détail, j'attends encore un petit peu, on va dire, un levier important dans la suite de ma carrière sportive, en tout cas à court terme, pour pouvoir vous en parler et avoir tous les tenants et aboutissants qui vous permettront de comprendre ce choix-là à ce moment-là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais le fait est que je me suis rendue à la compétition Ice Cup en tant que spectatrice et c'est presque une des premières fois où j'ai pu du coup vraiment vivre pleinement toute la compétition, tout le week-end de compétition d'un point de vue spectatrice sans avoir ma compétition à moi, mon stress à moi. Parce que c'est vrai que moi quand je vais en compétition, quand je passe ces dernières années, je passais souvent le dimanche et j'étais un peu frustrée de ça d'ailleurs. Je vais pas voir forcément la compétition avant parce que c'est très énergivore pour moi de voir du monde, d'être dans le bruit, d'être dans la lumière, etc. Donc malheureusement, quand je passe le dimanche, avec un peu de chance, je passe le matin et je peux kiffer l'après-midi, mais si je passe le dimanche après-midi, je kiffe pas tellement la compétition pleinement. Je suis les autres, on va dire, plus à distance, sur les lives, sur l'application Final Rep, mais voilà, j'ai pas autant d'échanges que j'ai pu avoir ce week-end-là. Et du coup, j'ai été tellement contente de pouvoir vivre ça de cette manière-là, parce que je vais vous en parler un petit peu tout au long du podcast pour vous illustrer mes propos, mais ça a été hyper riche en émotions, ça l'est déjà beaucoup quand je fais une compétition parce que c'est mes émotions propres, mais là de voir des gens se dépasser, se surpasser, voir de belles victoires, voir des affrontements, pouvoir même rencontrer du monde de la discipline, échanger autour de différents centres d'intérêt un peu communs, c'était vraiment super chouette et j'en garde un excellent souvenir et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour pouvoir faire un petit peu cet épisode parce que c'est vrai que les émotions dans le sport, je trouve qu'elles sont pas forcément mises énormément en avant. Alors, je sais que pour moi, c'est ultra important parce que je suis quelqu'un qui vit les émotions très fortement, je suis hypersensible, donc c'est-à-dire que ce soit une émotion négative ou une émotion positive, je la vis ultra intensément. Et dans le cadre d'émotions positives, c'est une chance incroyable, je trouve, que de pouvoir fonctionner comme ça parce que je reçois vraiment un shot de bonheur assez impressionnant. Et je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast et être dans le même cas de figure que moi pour avoir échangé avec pas mal d'entre vous. Donc je me dis que cet épisode pourra vous parler. Et même si vous, ressentez pas tout ça de façon intense, je pense quand même que regarder du sport, pratiquer du sport, ça vous rend pas indifférent. Enfin, j'imagine, vous me direz en commentaire, mais parce que c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est aussi pour ce que ça nous apporte du côté humain et du côté émotionnel. Donc voilà un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cet épisode. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça me tenait aussi à cœur de faire cet épisode parce que j'ai l'impression que souvent, le côté émotionnel peut être vu comme négatif. Quand on a des émotions trop fortes, quand on pleure, etc., on va nous dire t'es faible, t'es pas fort, etc. Et ça me tient vraiment à cœur du coup de pouvoir communiquer là-dessus parce que pour moi ça n'a rien à voir et ça n'a rien à voir en vrai. Et étant quelqu'un comme je vous le disais de très émotionnel, moi j'ai pas de honte à pleurer, je pleure tout le temps en vrai. Que mes émotions soient positives, négatives, dès qu'il y a un trop plein on va dire ça s'évacue en pleurant. Et je suis grave ok avec ça et je communique de plus en plus avec ça parce que je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi et qui peuvent avoir peut-être honte de cette partie-là. Je pense aussi aux hommes en particulier, parce que les hommes, c'est encore plus à connotation négative, je trouve, de laisser exprimer ses émotions, alors que je trouve que c'est ultra important et ultra moteur aussi pour la suite. Donc voilà aussi un peu ce qui motive cet épisode-là, c'est de un peu démystifier ce truc de quand on a des émotions trop fortes, on est quelqu'un de faible, alors que ça n'a rien à voir, et au contraire, ces émotions fortes sont aussi ce qui fait notre force et ce qui nous pousse à aller plus loin. Moi, je sais que c'est aussi grâce à tout ça que je me la donne autant à l'entraînement, c'est pour vivre ce genre de moments ultra forts, c'est pour me sentir pleinement vivante. J'ai l'impression que quand je pratique le sport, et encore plus quand je l'exprime en compétition ou quand je vis des moments forts comme ça, que je me sens ultra vivante et je sais que c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Donc voilà un petit peu aussi le but de cet épisode. Donc on va décomposer un petit peu en plusieurs phases. Vous savez comment je fonctionne maintenant avec mes épisodes de podcast. J'aime bien cadrer un peu les choses, même si
voilà, je me laisse beaucoup parler parce que je trouve que c'est aussi le format podcast de pouvoir se laisser parler. Déjà, pourquoi la compétition nous amène des émotions aussi fortes? Faut savoir, si vous n'êtes pas forcément compétiteur, je trouve que ce que je vais dire là, c'est valable aussi si on fait pas forcément de compétition. On peut le ressentir à l'entraînement, on peut le ressentir au moment où, voilà, on va se mettre un petit peu une pression pour pouvoir faire une certaine performance. Mais la compétition, quand même, c'est quelque chose où c'est démultiplié. C'est démultiplié, pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs externes qui viennent s'ajouter par rapport à ce que tu peux faire à l'entraînement. Il y a cette notion de pression, il y a cette notion de t'es devant le public, il y a cette notion de c'est à ce moment-là et pas un autre moment. Là où à l'entraînement, bah, tu rates une charge, c'est pas grave, tu peux te dire bah je la refais la semaine prochaine, etc. En compétition, t'as vraiment toute une préparation pour un instant T, pour une minute, j'ai envie de te dire. Sur ton essai, t'as une minute pour faire ton passage, donc t'as évidemment 3 essais par mouvement et 4 mouvements, mais c'est à ce moment-là, c'est sur cette minute-là, à chaque fois qu'il faut être performant. Donc ça va un peu démultiplier, voilà, tout ce dont je vais vous parler dans cette partie-là, mais vous pouvez quand même ressentir des choses assez similaires à l'entraînement néanmoins. Donc ce qui fait que la compétition génère des émotions assez fortes, c'est un peu tout ce qu'on a fait pour arriver à ce moment-là. Donc en fait, il y a déjà toute une étape préalable avec toute la prépa qu'on fait. C'est pour ça qu'en fait, quand bien même vous êtes des personnes qui vont recevoir les émotions différemment, il y a des gens qui les reçoivent plus fortement que d'autres, comme je vous l'expliquais juste avant, il y a aussi tous les efforts que vous allez mettre. C'est-à-dire que si on prend moi et moi, donc 2 personnes qui ressentent les émotions très fortement, bah peut-être que sur une prépa où je vais pas forcément me donner autant, c'est une petite compétition avec moins d'enjeux, etc., ou une prépa où bah, je me bats pour être championne du monde, par exemple, bah, les émotions qui seront à ce moment-là sur la compétition ne seront pas les mêmes et ne seront pas reçues de la même façon parce que j'ai pas mis le même enjeu. C'est pour ça que je vous explique qu'il y a aussi toute cette étape préalable qui fait que ça va rendre le moment encore plus intense. Et ça, c'est aussi valable, je trouve, d'un côté spectateur. Pourquoi? Parce que si tu arrives sur une compétition que tu connais pas trop ce qui s'y passe, bah, tu vas découvrir, tu vas pouvoir t'attacher à certaines personnes, etc. et te prendre dans le jeu. Mais si tu sais déjà peut-être les enjeux avant, si tu connais les personnes, tu sais ce qu'elles ont travaillé sur leur prépa, etc., bah là, tu vas avoir tendance aussi à peut-être recevoir les émotions plus fortement parce que tu peux t'identifier aussi à ce type de personnes. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment beau aussi de pouvoir suivre une compétition en tant que spectateur, c'est que moi là sur cette compétition-là, mon taux d'adrénaline il était hyper élevé, etc. parce que je voyais des gens performer, parce que je savais tout ce qu'il y avait derrière, je savais les enjeux peut-être d'un podium, d'une première place ou d'une qualification même pour les championnats d'Europe. Donc tout de suite ça remet un contexte où voilà, il y a de l'enjeu, il y a de la pression, et même à regarder ça, vous pouvez ressentir ça parce que le cerveau, si vous voulez, la frontière est parfois fine, surtout si vous êtes quelqu'un de très empathique, entre les émotions que vous ressentez parce que c'est vous, ou les émotions que vous ressentez de quelqu'un parce que c'est lui. Il va un peu des fois confondre les deux, et je sais que moi, ça m'arrive beaucoup, je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais quand, voilà, je vois quelqu'un performer et se retrouver dans une configuration soit que j'ai déjà connue, soit que je vais connaître, bah, je vis vraiment le truc comme si c'était moi. C'est-à-dire, j'ai le pic d'adrénaline avant le passage, limite, j'arrête de parler, je respire comme si c'est moi qui faisais le passage, vous voyez. Donc ça fait que, voilà, ça démultiplie un peu le truc parce qu'on a l'impression vraiment d'être au cœur de la compétition. Et donc, comme je vous le disais, ça se conditionne aussi par la prépa. La prépa qu'on a mis, tous les sacrifices qu'on a mis en œuvre pour ce moment-là. Parce que, évidemment, une préparation, c'est beaucoup de sacrifices, hein, de temps, d'énergie, d'argent, social. On met plein de projets de côté. On met aussi son corps à rude épreuve. Hein, ça, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes récemment. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que c'est pour, voilà, un instant T, c'est ce que je vous expliquais juste avant, un instant T, il faut performer à ce moment-là, et on se souvient un peu de tout ce qu'on a fait pour arriver à ce moment-là, et c'est une pression qui place un peu le corps en mode survie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du système sympathique avec le mode survie où on se fait courser par un lion, bah là on est en plein dedans, on est dans ce mode survie-là, où c'est maintenant ou jamais. Et c'est d'ailleurs cet état vraiment de survie, cet état d'hypervigilance, d'hyperconcentration, de déploiement de ses capacités physiques qui permet de performer. Néanmoins, cette partie-là est nécessaire pour pouvoir performer. Hein. Sans stress, sans cette sensation d'adrénaline, sans cette hypervigilance, vous ne pouvez pas être au maximum de vos capacités. Mais à l'inverse, trop de ça, trop de
de non-gestion de cette phase un peu d'excitation, ça peut entraîner aussi un effet contre-productif où on va se retrouver un petit peu éparpillé et on peut baisser nos performances, on peut performer moins bien que si on arrive à canaliser ça. Donc, il faut comprendre que quand vous êtes en compétition ou en train de faire un lift important dans tous les cas, il faut le bon curseur. Il faut le bon curseur et vous me direz pareil si vous avez déjà expérimenté ça, mais pour le coup, moi j'ai déjà expérimenté un peu tous les curseurs et je pense que c'est nécessaire aussi de les expérimenter dans l'entraînement parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre état de flow. Donc ça, on y reviendra un peu plus profondément, mais l'état de flow, c'est quoi? C'est cet état où justement, t'as ton hypervigilance, t'as ton pic d'adrénaline, t'as tout le corps qui se met en disposition pour pouvoir performer, mais t'as ce contrôle qui reste permanent et t'as cet état de flow où tu sens la pression monter, mais tu sais la canaliser. Et cet état de flow, moi je l'ai vécu, je pense que je le vis d'une certaine manière quasiment à chaque compétition, mais je l'ai vécu une fois dans ma vie ultra fortement, où là, j'étais ailleurs. Franchement, c'est hyper dur à décrire, c'était en mode, l'échec n'existait plus. Mais pas parce que je me perçois qu'il n'existe plus, parce que foncièrement, il n'existe plus, et j'étais dans un état où je n'entendais plus rien, etc. Bon, ça, comme je vous le dis, ça m'arrive à chaque compétition, parce que j'arrive à quand même rentrer dans un état de flow, mais ce jour-là, voilà, j'étais dans un état ultra puissant, et c'était lors des championnats de Belgique, où je jouais ma qualif pour les championnats du monde. Je vous en ai déjà parlé, j'ai réussi à avoir ma qualif à 2,5 kg, donc on n'était pas loin, et ça s'est joué sur ce dernier squat dont je vous parle, où je devais du coup monter une barre à 162,5 kg. Je ne l'avais jamais fait à l'entraînement, je crois, ou une fois. Je sais même plus si je l'avais déjà fait à l'entraînement. En tous les cas, quand je suis arrivée sur le plateau, j'avais pas connaissance de la charge qui m'avait été mise parce que je leur avais dit dans tous les cas, vous me mettez la charge qu'il faut pour que j'ai ma qualif. Je veux pas risquer de la perdre. S'il fallait me mettre 200 kilos, vous m'auriez mis 200 kilos, tu vois ce que je veux dire. J'aurais essayé et j'avais pas peur de me mettre sous une charge, même très lourde en vrai. Et j'ai ressenti vraiment cet état de flow où là, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, justement, on aurait pu me mettre 200 kilos, que je l'aurais monté. C'est vraiment la sensation que j'avais à ce moment-là, où, un état de flow ultra puissant, plus aucune pensée parasite, vraiment juste, tu te sens ultra bien et ultra fort et capable de tout. Et ça, c'est l'état de flow qu'il faut arriver à trouver pour pouvoir performer en compétition. Et pour moi, cet état-là, il se nourrit justement de tout le travail que vous avez fait, de la prépa mentale que vous pouvez faire aussi lors de votre prépa, mais aussi des émotions et de l'importance que vous mettez. Et je pense que si je ne l'ai jamais retrouvé aussi intensément, cet état de flow sur mes autres compétitions, c'est que je me suis jamais retrouvée dans une configuration aussi importante à mes yeux. J'espère que vous allez voir ce que je veux dire, mais à ce moment-là, c'était, si je ne montais pas cette barre, je n'allais pas au championnat du monde. Et ça, c'était pas envisageable pour moi, en vrai, à ce moment-là. Donc, mon corps a mis toutes les ressources qu'il avait besoin, toute l'importance de réussir cette barre, et il l'a fait, vous voyez. Là où, sur d'autres compétitions, j'ai déjà eu des gros enjeux, où j'ai joué des places supplémentaires sur les podiums, etc. Mais c'est différent, parce que ne pas aller au championnat du monde, c'est ne pas être au championnat du monde, vous voyez ce que je veux dire. Une fois que j'y suis, je me bats pour la première place, mais j'ai déjà l'honneur et la chance, et je suis d'ailleurs, j'ai énormément de gratitude pour ça, d'y être, vous voyez. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quel point le côté émotionnel et l'importance que vous pouvez mettre sur une compétition ou la réussite va conditionner vos résultats, et à quel point vous pouvez vous en servir et vous nourrir de ça pour pouvoir réussir et exploiter ça sur le terrain pour trouver votre notion de flow. Je me suis un petit peu perdue, mais voilà, je vous expliquais que à l'entraînement, on peut expérimenter un petit peu cet état de flow ou de non-flow, ce dépassement où je vous expliquais des fois on va trop loin dans le poussé d'adrénaline et ça nous perd, ou à l'inverse, on va pas loin, et je voulais venir sur ces points-là. Donc moi, j'ai déjà tout expérimenté. J'ai déjà expérimenté le fait de me laisser submerger par cette pression. Je la retrouve encore quelques fois, je vais pas vous mentir, sur les muscle-ups, j'y travaille beaucoup, mais j'ai l'impression, il y a des moments où, voilà, je sens que ça commence à sortir de moi, c'est un peu ça la sensation, ça me dépasse plus, et ça va se matérialiser comme, par exemple, sur le temps de repos avant ma rep, je vais tendance à changer 15 fois la musique, à vouloir remettre la magnésie, vous voyez, faire plein de petites actions parasites qui vont essayer de me calmer, là où faudrait juste
respirer, se canaliser et essayer de redescendre cette pression-là. Et ça, c'est une pression qui peut vous perdre parce qu'on est moins précis techniquement, on va pas déployer la bonne énergie, etc. Donc ça, c'est quelque chose à travailler si vous sentez que ça vous déborde, et ça se travaille, ça se travaille très bien en prépa mentale, pour arriver à canaliser ça et pas vous laisser submerger. Et l'inverse, ça va être de pas avoir assez d'énergie, de pas avoir assez cette pression qui monte. Et ça, pareil, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois, et c'est assez perturbant parce que des fois, c'est sous des grosses barres. Mais ça, bon, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, comme la fatigue, etc. On n'est pas toujours prêt mentalement à recevoir ce trop-plein d'énergie, vous voyez. Si vous avez fait une grosse journée, que vous êtes fatigué depuis une semaine, etc., vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous mettre focus, à vous mettre dans cet état de flow pour vous porter. Donc ça peut arriver, mais c'est un sentiment assez perturbant où t'as l'impression que t'es pas stressé de ce qui va se passer. Et si t'es pas stressé de ce qui va se passer quand tu testes tes max ou que t'es en compétition, c'est que soit c'est pas assez lourd, en vrai, c'est pas assez lourd, ou soit t'as pas, t'as pas envie tant que ça. C'est que ça représente pas quelque chose d'assez fort pour toi pour pouvoir te pousser au-delà de tes limites. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est en ça d'ailleurs que c'est intéressant, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs stories sur Instagram, de prendre du mix focus. Je sais pas si je l'ai pas là d'ailleurs, ouais. Hop. Moi, je prends le Mix Focus de chez Nutrimuscle. Vous savez, c'est mon nouveau partenaire. Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est hyper bien parce que ça va t'aider justement à te mettre dans cet état de flow et d'avoir la concentration précise. C'est pas comme un pré-workout qui va te booster ton énergie parce que si vous êtes déjà des personnes justement qui tapent haut d'un point de vue adrénaline, etc., c'est pas forcément intéressant de se surajouter du pré-workout. Mais par contre, le Mix Focus, ça va, hop, ressentez vos esprits. Je vois vraiment ça comme des œillères en mode tac, j'enlève tout ce qu'il y a autour de moi, je suis que sur mon objectif précis et j'arrive à y répondre. Donc pensez-y si vous entraînez le soir, si vous êtes fatigué, si des fois vous avez l'impression d'être moins bien concentré. Moi sur les MU maintenant je le prends quasiment à chaque fois et je trouve que ça m'aide beaucoup. Donc ça c'est une astuce aussi qui peut vous aider à aller dans cet état de flow. Et après c'est tout ce qui est expérimentation et travail de prépa mentale. Donc si ça vous intéresse, on pourra détailler ça dans un prochain épisode. Mais voilà, tout ça pour dire que vos émotions, ce que vous ressentez, l'importance que vous mettez, c'est ce qui va vous pousser à performer au meilleur niveau. Et tout ce que je viens de vous dire, moi je l'ai expérimenté d'un point de vue street lifting. Donc le format street lifting, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment toi et toi seul sur la plateforme, tu te retrouves face à ta charge. Le but c'est de soulever le plus lourd possible sur une répétition et après tu quittes le plateau. Et tu remets ça 12 fois dans ta compétition puisque tu as 3 essais par mouvement et qu'on a 4 mouvements. Donc moi, je le connais de ce point de vue-là. Et sur cette compétition, je l'ai découvert d'un autre point de vue, puisque il y avait, en fait, sur cette compétition, à la fois la version street lifting, que je viens de vous décrire, et à la fois la version battle. Donc battle d'endurance, c'est-à-dire, eux, c'est des formats sous forme de battle, quoi, où ils sont plusieurs ou deux. Des fois, ils pouvaient être 4, je crois. Pas dire de bêtises, mais en tout cas, ils peuvent être plusieurs à s'affronter, ou seulement 2. En tout cas, ils sont jamais tout seuls. Et ils vont avoir un set à effectuer. Donc un set, c'est quoi? C'est un enchaînement de mouvements. En vrai, dans le format, peut-être je dis une dinguerie en comparant ça à ça, mais c'est un peu comme du CrossFit dans le format, dans le sens où vous le faites tous en même temps, vous avez un wood, un set à respecter, et plus tu finis tôt, plus t'as gagné, quoi. Donc j'ai découvert ça, les battles d'endurance, j'avais jamais vu. Et en fait, ça a été ultra intéressant à découvrir parce que j'ai pu du coup comprendre un peu toutes les qualités là dont je vous ai décrit pour le street lifting, les mettre sur un autre format qui est le battle, et je trouve que ça demande encore plus de qualité, de concentration, de qualité vraiment d'un point de vue mindset. Là où le street lifting, quand tu fais ton list, si tu remets toute la responsabilité à ton coach sur le choix des barres, sur la stratégie, etc., tu fais ta compétition et tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce que font les autres. Tu peux le suivre évidemment, mais c'est pas forcément ce que je conseille le plus d'ailleurs pour pouvoir rester dans son match. Donc on va dire tu suis pas trop les avancées et t'as pas cette notion de je me bats en direct contre quelqu'un, là où en battle, t'es en train de faire ton battle et t'as l'adversaire devant toi. Et ça, je trouvais ça fou et je me suis grave interrogée sur la sensation que ça doit faire quand tu vois ton adversaire il est devant toi, quoi. Il a avancé plus loin dans le set et toi t'es là, il faut continuer à te donner à 200% alors que tu vois le mec peut-être 1000 fois devant toi. Et sur ce week-end là ça a été en plus ultra intéressant parce que il y a eu plein de cas de figure où
comme ça, un adversaire était très en avance devant l'autre, et il a suffi une erreur de sa part pour que l'autre regagne du temps et repasse devant. Et je me suis dit que, voilà, j'aime trop cette mécanique-là. En fait, on ajoute vraiment au sport et au dépassement de soi cette notion de stratégie, cette notion de maîtrise de soi, de ok, j'ai mes émotions, elles me portent, mais il faut que j'arrive à les canaliser parce que si là je me laisse envahir parce que le mec il est devant et je commence à me dire c'est foutu, bah je remonterai jamais. Là où il y a plein d'athlètes, comme je vous le disais sur ce week-end-là, qui l'ont fait, qui sont remontés devant et qui ont pris une place plus importante grâce à cette maîtrise-là. Et à l'inverse, d'autres athlètes qui ont peut-être moins bien cette gestion-là, cette gestion de l'adversaire et qui sont plus forts sur le papier, mais qui sont allés moins loin dans la compétition à côté de ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes. Et je vous jure, si vous avez jamais regardé de battle, je vous invite vraiment à le faire parce que là, on a une immersion encore plus forte. C'est-à-dire, je regardais le battle se faire, j'avais envie de pleurer, encore une fois, trop plein d'émotions, parce que c'était ultra intense, quoi. Tu savais pas qui allait gagner, tu voyais que les deux parties se mettaient à 3000%, mais avec des stratégies différentes, des points forts, des points faibles différents, et c'était ultra prenant. Donc si vous aimez un petit peu comme moi cette version-là du sport, je pense que ça vous intéresserait de regarder. Et je me suis mis du coup à faire même quelques sets de battle là dans ma salle. J'ai fait ça avec une athlète, Élise, je sais que t'écoutes les podcasts. On s'est fait ça et j'ai trouvé l'exercice ultra bien, parce qu'en plus Élise avait un bon niveau aussi en battle. Enfin, elle fait pas du battle, mais on va dire on avait un niveau similaire au final sur l'endurance. Et du coup, même si on a fait ça en mode détente, etc., on a pu un peu expérimenter ce truc de tac, tu vois la personne devant toi, tu sais que là elle va te remonter, donc toi tu prends un peu plus de repos là, mais là il faut que t'envoies plus fort. Et je trouve cette mécanique en vrai trop cool. Et aussi ce truc de savoir gérer son effort. Là où en street lifting, bah nous, quand on arrive sur notre lift, en fait on doit donner 100% d'un coup, parce qu'on a une seule rep. Là où en battle, bah, si tu donnes 100% sur, par exemple, tes premières tractions, j'ai fait un set où on commençait par 10 tractions, et en soi, 10 tractions poids de corps, je suis capable de les faire, je suis capable d'en faire 20, donc je suis capable de les faire, et tac, je suis partie sur mes 10, j'ai enchaîné, et en fait, ça m'a énormément fatiguée pour la suite du set, là où ça aurait finalement été plus judicieux que je fasse peut-être 5 tractions, puis ensuite 5, et ensuite partir sur le reste pour garder une énergie. Donc il y a aussi cette gestion, on va dire, de l'effort qui est ultra intéressante, et que bah forcément bah nous on connaît pas en street lifting et que je trouve sympa d'expérimenter pour mieux se connaître. C'est pour ça que j'ai kiffé le format battle, même si j'en ai encore des courbatures tellement c'était intense et une façon de travailler en fait musculairement qui était ultra différente, parce que même si c'est que du poids de corps, bah ça fait faire énormément de volume, là où encore une fois sur l'aspect force on n'a pas autant de volume. Et en fait pourquoi je vous parle de ça, de cette expérience on va dire avec l'endurance dans cet épisode, c'est que en fait le cerveau sous fatigue, sous stress, sous voilà t'as l'adversaire en face, etc. sous pression, il agit de façon impulsive. Et c'est là où bah t'as l'adversaire qui est devant toi, tu te dis bah je vais one shot tous mes tractions parce qu'il faut que je remonte. Là où en fait bah c'est pas judicieux sur le set en entier de fonctionner comme ça. Et il faut avoir une maîtrise de soi et une connaissance de soi ultra importante. Et je trouve qu'on ressent encore mieux cette notion mentale du coup sur les battles, cette notion de lucidité pour pouvoir performer au meilleur niveau. Parce que en battle, évidemment, si t'es très fort dans la gestuelle, tout ça, ça va t'aider. Si t'arrives à cumuler du volume, enfin si t'es fort d'un point de vue physique dans ton sport, ça va énormément t'aider. Mais ça va pas tout faire. Le mental va prendre une place ultra importante aussi, et ça peut vraiment renverser une balance entre quelqu'un, deux personnes qui ont le même niveau, voire un peu inférieur. S'il a un mental et une lucidité plus présente que l'autre, il peut largement gagner. Et en street lifting, pour moi, c'est aussi le cas. C'est peut-être un peu moins flagrant parce qu'on n'y est pas directement confronté. Mais quand il y a des matchs qui se jouent à 1 kg près, 2,5 kg, comme je vous expliquais pour la qualif, bah, c'est cette gestion-là qui va être ultra importante. Et ce truc de, bah, je vais pas tenter le tout pour le tout, par exemple, sur les tractions, je sais pas, t'as un max à 40 kg, bah, tu vas pas tenter tout pour le tout à mettre 45 pour prendre de l'avance. Si tu sais que bah, t'es qu'à 40, peut-être mettre un 41-25, ça va t'assurer des kilos que tu vas au cumulé gagner pour le total ensuite à la fin de la compétition. Donc je trouve voilà que c'était intéressant de vous parler de cette notion de battle parce que voilà, je trouve que le mindset, le mental, le côté émotionnel était encore plus présent, à la fois en tant qu'athlète qui performe,
et à la fois en tant que spectateur. Et il y a aussi cette notion de, bah, tu finis tout le set, et là, tu sais, t'as toute la pression qui redescend d'un coup. Là où en streetlifting, ça nous le fait souvent, enfin moi perso, ça me le fait dernier squat, fin du dernier squat, en général, je lâche tout. Je pleure, en fait que j'ai gagné, pas gagné, bien réussi ou pas, je pleure, mais parce qu'il y a justement tout qui redescend. Et en battle, c'est pile, hop, fin du battle, et je trouve que c'était ultra intéressant aussi à voir d'un côté athlète, de voir un peu cette redescente par rapport au moment où ils étaient ultra concentrés, ultra à fond dans la compétition juste avant. Et d'ailleurs, sur cette compétition-là, il y a eu un peu un renversement, on va dire, des pronostics de victoire, on va le dire comme ça. Pour ceux qui ont suivi, il y avait en moins de 80 élites, je crois. J'espère que je me trompe pas de KT, je suis pas encore au point avec tout ce qui est endurance, mais on avait un triple champion de France, un peu le mec intouchable, qui est à la fois très fort physiquement et pour le coup très fort mentalement. Lui, il a vraiment les deux qualités et c'est d'ailleurs assez intéressant de le voir performer, de le voir dans la gestion de l'effort, etc. Donc ça fait partie des athlètes, je trouve, qui m'inspirent beaucoup, ce type d'athlètes qui ont un peu les deux versants. Et il affrontait du coup en finale Hippolyte. Hippolyte qui est un athlète qui s'entraîne avec moi, qui est dans la même salle que moi, donc que je connais bien, que je connais aussi dans sa capacité de s'entraîner à l'entraînement, pareil, quelqu'un de très concentré et très fort. Et faut savoir que bah du coup, le Alexis était un peu le champion en titre, le mec intouchable, celui que c'est impossible de gagner, parce que comme je vous le disais, il a à la fois le versant mental et le versant physique, et quand t'as les deux, c'est compliqué de venir te prendre, et pour autant, Hippolyte a réussi à renverser la tendance et à gagner, là où personne n'y croyait, en vrai, et je trouve que ça a été une leçon incroyable de vivre ça, et moi je suis persuadée que tout arrive pour une raison dans la vie, j'ai un peu ce mantra-là, et du coup, chaque chose que je vis, je vais essayer de comprendre pourquoi elle m'est arrivée, que ce soit négative ou positive, parce que je sais que c'est tout, enfin tout est fait pour me servir, vous voyez, à un moment donné. Et d'assister à ça, je vous jure que ça m'a... Voilà, montagne d'émotions encore une fois, parce que c'est vraiment le mantra que je répète beaucoup. Pour moi, si tu crois en toi, c'est ta plus belle force. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas forcément facile d'y croire quand bah, sur le papier, t'es foncièrement moins fort que l'adversaire, là où en plus en streetlifting, bah, on a des charges, tu vois. Si ton adversaire, je sais pas, il fait un squat à 200 kilos et que toi tu fais que 180, je dis des charges de ouf, en vrai. Je sais pas pourquoi je prends ces exemples-là, mais vous avez compris. Toi tu fais 180, bah tu sais que t'as 20 kilos de retard, quoi qu'il. Mais comme je vous l'expliquais juste avant, le mental a une partie ultra importante pour toute la gestion de compétition. Et du coup, je suis persuadée que si tu crois en toi, t'as t'as une force supplémentaire, tu vois. T'as peut-être pas tes 200 kilos au squat comme l'adversaire, mais t'as une force supplémentaire qui fait que tu feras les bons choix pour toi, pour la compétition, et tu peux passer devant. Et le battle qu'il y a eu entre voilà, Hippolyte et Alexis, je trouve que ça représente tellement ça. C'est que Hippolyte, à ce moment-là, même si, même lui hein, le disait, je vais me faire lessiver, tu vois, en finale, etc. Tout le monde disait, bon, il est fort, mais il pourra pas gagner, etc. Hippolyte, même si, voilà, il y avait ces facteurs-là, il est allé sur le set et il s'est dit, je crois en moi et je fais mon battle en croyant en moi, vous voyez ce que je veux dire? Et au final, il a gagné. Et je trouve que c'est une leçon ultra forte, et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui, de vous dire que, en fait, si vous croyez en vous, ça paiera. Ça paiera à un moment donné, et c'est votre plus belle force. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est facile de le dire, mais dans les faits, il y a vraiment des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que si tu crois en toi, ça veut dire que tu déjoues un peu tout l'aspect rationnel, c'est-à-dire que tu vois plus cette notion de il fait tant, je fais tant. T'enlèves tout ça de ton esprit et t'es juste là pour venir tirer le meilleur de toi-même. Et je trouve que c'est aussi plus simple du coup d'aller dans ton état de flow, d'aller chercher le milligramme que tu mettras sur ta charge parce que tu y crois, et de te donner à 3000%, là où si tu crois pas suffisamment fort en toi, c'est comme si, pour moi, tu performais avec un pied sur le frein. Tu vois ce que je veux dire? Tu performes avec un pied sur le frein parce que tu sais que tu pourras pas aller au-delà. Et quand bien même cette croyance en toi, elle te permet pas encore de pouvoir atteindre les objectifs que tu veux, c'est mon cas, en vrai, c'est mon cas, parce que moi j'ai énormément confiance en moi
et je crois en moi au plus haut point. Bon, j'ai des moments de doute, hein, je vous en ai déjà parlé, et ça fait partie du process, mais sur chaque compète où j'ai été, j'ai pas honte de dire que moi, à chaque fois, j'y vais dans l'optique de gagner. Vous voyez. Je pense à des championnats du monde où je suis partie 5e sur le papier, j'y allais pour gagner, tu vois, je m'en fous d'être sélectionnée 5e, je m'en fous que, je sais pas, la première ait même 100 kilos d'avance sur moi, j'irai toujours dans l'optique de gagner. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est ce mindset-là qui fera que je pourrai donner le meilleur de moi-même. Et si pour l'instant ça paye pas encore, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai jamais fait de première place, hein. Ça c'est c'est le drame de ma vie encore, hein. Mais voilà, je préfère ne pas faire de première place et pouvoir faire des internationales, des choses comme ça, plutôt qu'aller chercher une première place qui aura peut-être moins de saveur, ce qui aurait pu peut-être être le cas à la Ice Cup par exemple. Mais dans tous les cas, voilà, j'y vais à chaque fois dans l'optique de gagner parce que je sais que si à chaque compétition j'ai cet objectif-là, mon cerveau se renforce aussi de plus en plus en croyant que c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je conditionne déjà mon cerveau à réussir. Et même si, voilà, encore une fois, ça n'a pas encore payé, et comme je vous le dis, j'ai pas honte de le dire, et je sais que cette confiance et cette croyance que j'ai en moi de pouvoir faire des grandes choses, elle paiera un jour, et je suis persuadée aussi que c'est ce qui a pu m'emmener au niveau où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir vous le partager aujourd'hui, parce que si vous arrivez à changer un peu cet état d'esprit, pouvoir vous pousser à ce niveau-là, même si au début ça doit passer par un peu se forcer à y croire, vous verrez que plus vous vous forcez à y croire, plus votre cerveau va y croire et plus vous serez dans ce mood-là et plus ça vous portera loin en réalité. Donc voilà, prenez ce petit tips, enfin je sais pas si on peut appeler ça un tip, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener très loin. Donc servez-vous-en. Parce que des fois, notre plus grand frein, en vrai, c'est pas nos performances, c'est pas notre condition physique, c'est vraiment notre tête. Pour revenir un peu au sujet, parce que je me suis un peu éparpillée, on va pas se mentir, ce qui fait qu'on ressent aussi autant d'émotions, autant de bonnes choses, on va dire, dans le sport. Il y a toute cette notion de ce qui nous renvoie des choses vis-à-vis de nous, notre pratique, mais il y a aussi tout cet effet communautaire, tout cet effet d'esprit d'équipe, où on se retrouve avec des gens qui pratiquent la même discipline, qui vivent la même chose que nous, qui ont peut-être des galères similaires. Là où c'est vrai, dans le streetlifting, beaucoup en salle de sport, on s'entraîne un peu seul, on va pas se mentir. On n'a pas forcément énormément de gens qui font la discipline, vu que c'est encore nouveau. Donc le moment des compétitions, c'est un moment d'échange, de partage qui est assez fort et qui renforce un peu ces émotions qu'on peut avoir dans le sport. Il y a aussi toute cette notion d'admiration quand on voit des athlètes qu'on admire. Moi, quand je vois des athlètes qui performent, qui font des grosses perfs sur des mouvements pour lesquels je galère, je suis toujours ultra admirative. Et ça va générer aussi beaucoup d'émotions. Et il y a tout l'aspect identitaire, tout l'aspect qui te fait grandir en vrai. Je vous parlais de la confiance en vous juste avant, mais il y a plein d'autres choses sur la satisfaction personnelle, le fait de pouvoir mener des objectifs du début à la fin. Je sais que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me parle énormément, parce que je suis arrivée dans la discipline, j'avais zéro base, j'avais fait un peu de muscu, on va me reconnaître ça quand même, mais je veux dire, j'ai pas fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, j'ai pas un passé sportif, j'ai pas une génétique, je pense, extraordinaire, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des galères, etc. Et pour autant, cette notion de je pars de quasi zéro et j'arrive pratiquement au sommet, c'est quelque chose d'hyper gratifiant pour soi, pour la construction de soi et pour sa confiance en soi, en fait, dans le sport, mais aussi dans la vie en général, étant quelqu'un de, pareil, ultra timide, ultra réservé, je pense que je vous l'ai déjà dit, qui avait pas forcément confiance en moi, j'ai déjà pris confiance en moi, je suis encore très timide et introvertie, hein, j'y travaille, mais ça m'a aussi, c'est aussi le fait de partager sur les réseaux et par exemple via ce podcast, mais ça m'a aussi libérée et ça fait que quand je suis en compétition, je me sens, allez, un petit peu plus enclin à discuter avec les gens, à parler, encore plus si eux viennent me voir, etc. Parce que j'ai pris confiance en moi et j'ai l'impression d'avoir quelque chose à raconter, vous voyez. Là où, sans ça, c'est encore plus compliqué, tu vois. Je serais là dans mon coin comme ça, je le suis déjà beaucoup, mais voilà, on va dire que j'y travaille et que, en tout cas, ça m'aide à vaincre un peu cette timidité et de pas avoir peur de parler aux gens que d'avoir accompli des choses, je sais pas, ça renforce cette confiance. En tout cas, d'un côté identitaire, tout ce qu'on peut vivre à travers le sport, je trouve que c'est ultra important et ça construit. Et en vrai, sachant ça et ayant vécu ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de véhiculer. Je sais pas si j'aurai des enfants, probablement pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais potentiellement aimé transmettre si je souhaitais avoir des enfants, parce que je pense que dans la construction, plus on le fait tôt en plus,
plus du coup on peut se nourrir de ces émotions-là, de cette confiance en soi pour pouvoir évoluer à l'avenir en grandissant. On va conclure cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, même si vraiment j'ai l'impression de m'être beaucoup éparpillée, mais je pense qu'il y avait des choses qui devaient sortir comme ça fait du bien aussi d'avoir peut-être des épisodes un peu moins cadrés, où je vous partage un peu plus de mon expérience personnelle. N'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu. Ce qu'on doit retenir un peu de cet épisode, c'est quoi ? C'est faites du sport, amusez-vous, surpassez-vous, et n'ayez pas peur d'aller vous surpasser. Je vous dis pas forcément de faire la compétition, parce que ça, je sais que c'est très propre à chacun, mais se mettre des objectifs même de soi à soi-même, ça renforce tellement de choses que je trouve que c'est important de le faire, intéressant, et même si ça crée de la peur, des fois du doute, de l'appréhension, c'est arriver à surpasser tout ça et vous prouver à vous-même que vous êtes capable, qui fera que vous allez recevoir un shot de dopamine, des émotions ultra positives et de la confiance en vous. Donc surpassez-vous, dépassez-vous, faites les choses bien évidemment, mais en écoutant ces épisodes, je pense que vous avez plein de clés pour pouvoir faire les choses bien. En tout cas, on se fait des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!